Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. L'actualité de la semaine, c'est la création des milices d'autodéfense au centre du pays. C'est aussi la visite dans notre pays du secrétaire général de l'ONU. Enfin, on parlera d'élections présidentielles avec la déclaration des candidatures cette semaine du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta à sa propre succession. Et nos invités pour le forum de la presse d'aujourd'hui sont Hassan Koné, il est journaliste à notrenation.com. Bonsoir. Mahaman Sissé est quant à lui journaliste à l'Indicateur du Renouveau. Bonsoir. Et Oumar Guindo, il est correspondant de l'AMAP à Bandiankara. Il sera au téléphone avec nous. Je suis Aliou Sidibé à la présentation. Le grand dialogue. Multiplication des milices au Mali. La situation devient de plus en plus préoccupante selon les spécialistes. Alors que le ministre de la Sécurité annonce le désarmement complet de toutes les milices dans la région de Mopti, on constate la création de l'Association pour le salut du Sahel, une nouvelle milice qui regroupe les peuples du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Alors Hassan Koné, qu'est-ce qui explique la multiplication de ces milices-là? Moi je vous remercie. Deux raisons pourraient probablement expliquer la multiplication de ces milices-là. Mais je pense que la raison fondamentale est que, comme on le disait par moment, il y a un vide. Il y a un vide sécuritaire qui s'est installé dans certaines parties du pays et du Sahel. Et il y a des individus qui pensent qu'il faut combler ce vide-là. Sous le prétexte de se sécuriser, les gens créent des milices et après ces milices-là ont besoin d'être entretenues, ont besoin d'être nourries et ces milices deviennent autre chose. Donc moi je pense que c'est le vide sécuritaire qui doit être probablement à la base de la création de ces milices-là. Maintenant le deuxième élément, on sait que la zone est vraiment très en mouvement ces derniers temps. Pratiquement on ne sait plus qui est qui dans cette zone sahélienne avec... Et il y a du banditisme, il y a des terroristes, il y a du narcotrafiquant, il y a des gens qui parlent au nom de la religion, même si ceux qui se revendiquent de ces religions-là ne les reconnaissent pas comme des porte-parole de la religion, mais il y a des gens qui parlent au nom de la religion. Et certains ministres aussi peuvent avoir des accointances avec ces mouvements. Okay. Mais en réalité, la religion, n'est-ce pas un prétexte par hasard? Non, malheureusement, c'est devenu un problème depuis avec... vous voyez, au Nigeria, Niger-Tchad, on a le Boko Haram. On a le Boko Haram, c'est une milice. Et au Mali, ici, on a ces mouvements armés au nord du Mali. Et certains sont d'obédience religieuse. Pratiquement tout ce groupuscule qui tourne autour de Yada Gali et de Amadou Koufa dans le centre du Mali sont d'obédience religieuse. Ils revendiquent la religion musulmane, mais tout le monde sait qu'en réalité, c'est des prétextes. Okay. Alors, Mahaman, selon vous, qu'est-ce qui explique la multiplication de ces milices-là? D'abord, merci aux téléspectateurs, aux auditeurs du studio Tamani, à l'ensemble du réseau. Moi, je pense d'abord la première raison, c'est d'abord... pour certains, si on écoute par exemple le responsable de la milice qui a parlé dans la presse internationale, la presse nationale, c'est quand même en réponse à un certain nombre de vides sur le terrain, et aussi une volonté de protéger les populations peules, même si au fond ce n'est pas ça. Et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, une bonne partie de la communauté nationale pense que quand on parle de djihadistes dans les centres, c'est les peuples qu'on indexe. Aujourd'hui, il y a une volonté de trouver un moyen, par exemple, de donner un contenu à la lutte. C'est-à-dire, par exemple, du côté des Dogons, vous avez la milice d'autodéfense de Dogon qui est là, qui lutte contre les terroristes. Donc maintenant, les populations peules sont obligées aussi de se constituer en milice pour se défendre, même si quelque part on ne peut pas nier aujourd'hui le fait que
il y a des groupes terroristes qui travaillent avec cette alliance, cette nouvelle association. Mais de façon conforme à la loi, est-ce que la création de ces milices-là est légale? C'est là où je rejoins mon grand frère Hassan Koné, c'est parce qu'il y a un vide. L'État qui est censé protéger les populations de départ, les populations, que ce soit Dogon, Peul ou autre, l'État est absent sur le terrain. Et si l'État est absent, chacun est obligé de se défendre de quelque manière que ce soit, même si ce n'est pas légal. Omar Guindo, vous êtes correspondant de l'AMAP à Bandiangara. Alors, selon vous, vous êtes pratiquement sur le terrain. On vient d'apprendre ce matin même la transformation de la milice Dogon, qui prend désormais un nouveau nom. Alors, qu'est-ce qui explique ces multiplications de milices-là au centre du pays surtout? Ok, merci beaucoup, Studio Tamani. Je remercie tous les auditeurs de Studio Tamani. En tout cas, moi, à mon avis, la multiplication de ces milices au centre du pays était prévisible. Car aujourd'hui, les populations se sont senties à un moment donné délaissées par l'État. Elles n'ont pas accès aux services sociaux de base, ce qui veut dire tout simplement qu'elles vivent dans un état de précarité totale à ce niveau. Donc c'est pourquoi chacun a décidé, en ce qui le concerne, a décidé de prendre en charge sa propre sécurité, d'où la création de ces milices-là au niveau du centre de ces pays. Hier, c'était le mouvement Dana Amassagou qui est censé protéger les populations et les biens, les populations Dogon et leurs biens au niveau du pays Dogon. Et aujourd'hui, nous voyons l'Alliance pour l'ASS, donc qui est censée aussi défendre aussi la communauté Peul au niveau de la même zone. Donc vous voyez, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je rejoins aussi mes prédécesseurs qui ont intervenu tout à l'heure. Donc en tout cas, c'est pour combler ce vide-là qu'aujourd'hui nous voyons la multiplication de ces milices-là dans cette zone-là. Mais quand on voit le gouvernement qui annonce quand même la fin pratiquement du désarmement et c'est la création de nouvelles milices, alors sur le terrain là-bas concrètement, comment vous vivez la présence de ces milices là-bas? En tout cas, bon, sur le terrain, en tout cas les populations sont inquiètes. Nous vivons le jour ici, au niveau du pays Dogon. La situation ne fait qu'aggraver ici dans notre zone. En tout cas, de l'autre côté, donc tout le temps, il y a des attaques par-ci, par-là. En tout cas, de toute façon, les communautés Peul se sentent protégées avec cette nouvelle milice-là, cette nouvelle milice qui vient d'être créée. De l'autre côté aussi, les Dogons aussi apprécient beaucoup aussi la création de cette milice-là, qu'on appelle les Dana Amassagou. Donc vous voyez, donc les affrontements ne font que continuer seulement. Aujourd'hui, je vous dis, au moment où je suis en train de parler, ici, à 45 km de Bandiagara à Sanga, presque, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmier à la date d'aujourd'hui. Vous voyez, au bas de la falaise, n'en parlons pas. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, rien. Comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, donc les populations vivent ici dans un état vraiment, dans une situation déplorable ici. Okay. Alors, Hassan Koné, vous pensez que le gouvernement est en train de prêcher dans le vide? Et malheureusement, c'est cette impression qu'on a de façon générale aujourd'hui dans le pays. Et on sait que le pays a un ministère chargé de la sécurité et de la protection civile. On sait aussi qu'on a un ministère de la défense. Et on sait en même temps qu'on a des structures comme la gendarmerie, la garde nationale, la police, on a des unités des eaux et forêts. Et si malgré tout ça, depuis 2 ou 3 ans, l'État n'arrive pas à donner la réponse normale à cette situation dans cette partie du Mali, on constate que l'État prêche dans le vide. Tout ce que l'État malien dira aujourd'hui, il faut que l'État agisse rapidement pour ne pas qu'on parle de milice dans cette zone du Mali. Parce que si chaque citoyen est obligé de créer sa milice, on met le pays dans une insécurité totale. Et c'est parce que la sécurité n'est pas garantie dans cette zone. Et que les communautés commencent à se regarder en chien de faïence. Et les communautés sont parvenues aujourd'hui à se doter de forces armées qu'on appelle des milices. Les Peuls ont les milices, les Dogons ont les milices, mais c'est clair là. Oui, mais on attend que... Pour les Dogons même, on annonce un renforcement parce qu'il y a un changement de nom. Il y a une branche désormais armée et une branche politique qui se crée. Je suis entièrement d'accord. C'est tout ça le danger.
quand on a une branche politique dans une milice, une branche armée, ça veut dire qu'il faut s'attendre dans les jours à venir à des revendications politiques. C'est-à-dire ce n'est plus le problème sécuritaire, on a créé des milices pour nous protéger, qui sera en avant. Hein. Ils vont poser des problèmes politiques, c'est pour ça que la branche politique est née. Et même du côté des Peuls, c'est le même problème qui va se passer dans peu de temps. Aujourd'hui, peut-être on parle des milices Peuls, mais il faut s'attendre dans 2 ou 3 semaines que cette milice Peul-là ait une branche politique. Parce qu'en même temps, il faut reconnaître à travers toutes ces milices qui poussent partout dans le Mali, il y a des hommes, il y a des intérêts politiques. Il y a des hommes politiques qui veulent compter, qui sont au niveau de Bamako, qui tirent les ficelles dans ces petits problèmes de conflit entre communautés et qui veulent jouer un rôle sur la place nationale à travers ces conflits. Mais c'est à l'État malien de prendre sa responsabilité et de gérer tout ça, parce que c'est seul l'État qui a le rôle régalien d'assurer la sécurité sur le territoire malien. Aucun citoyen malien ne doit s'armer pour dire qu'il va assurer sa sécurité, et surtout avec des armes de guerre. Très bien. Mahaman, il y a un spécialiste qui dit quand même que la création de ces milices, surtout avec la création de la milice Peul, que c'est le vivre ensemble de nos communautés qui va être mis à mal. Alors, en quoi la création de ces milices-là va mettre à mal le vivre ensemble entre les communautés? Ça trouve son explication dans les propos de Guindo, qui tout de suite parlait de la situation qu'il prévoit sur le terrain, parce que celui qui est sur le terrain, il sait aujourd'hui que les vivre ensemble, ça pose problème. Et moi, je pense sincèrement que c'est d'abord l'État qui a fauté. Au départ, quand on annonçait la situation dans les centres, l'État n'a pas pris des mesures. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, et toutes les tentatives de ramener les communautés, ou bien les belligérants, parce que moi, je n'appelle pas ça des communautés, parce que c'est des belligérants, comme l'a dit Hassan Koné, il y a quand même des gens qui tirent les ficelles. Et si vous partez faire des rencontres et que vous revenez, vous pensez que vous avez des résultats, le lendemain, il y a des affrontements. Moi, je pense que, à mon humble avis, le vivre ensemble est désormais compromis dans cette zone. Mais en fait, que faire face à cette situation? L'État doit prendre ses responsabilités, puisque jusqu'ici, si vous voyez dans des zones, il y a des zones où, si vous demandez les populations, l'armée ou les forces de sécurité n'ont jamais mis pied. Et vous avez vu récemment un reportage sur les télévisions étrangères où vous voyez des forces de l'administration, des forces notamment des contingents sénégalais qui étaient dans un village où les villageois disent carrément que depuis la création du village, c'est la première fois qu'ils voient par exemple des forces rôder faire des patrouilles dans la zone. À mon humble avis, il faut que l'État accepte d'occuper les terrains et de permettre à chacun de vivre convenablement. Ok. Alors, Oumar Guindo, vous êtes vraiment sur le terrain là-bas. En quoi le vivre ensemble est mis à mal par la création de ces milices-là? En tout cas, aujourd'hui, la création de ces milices, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, en tout cas, ne fera qu'amplifier la situation sur le terrain. Bon, ce qui est encore beaucoup plus grave. Aujourd'hui, nous savons très bien que Dogo et Peul ont vécu depuis belle lurette dans cette zone-là. Il n'y avait pas eu de problème. Aujourd'hui, moi, je pense que s'il y a des problèmes pareils, ce ne sont pas ces multiples missions gouvernementales qui mettront fin à ces conflits dans la zone. C'est clair. Il faut que le gouvernement, comme l'a dit tout à l'heure votre prédécesseur, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités, essayer d'analyser de façon très approfondie la situation. Mais est-ce que vous pensez pas que le gouvernement a montré suffisamment des limites? En tout cas, le gouvernement... Bon, en tout cas, je peux dire comme ça. Nous avons vu quand même les limites du gouvernement, puisqu'il y a eu tellement de missions, pas plus tard que 2 semaines, il y a eu une mission qui était conduite par plusieurs ministres, 4 ministres comme ça, composés de plusieurs autres personnalités de la zone. Mais ça n'a pas résolu les problèmes. En tout cas, ce ne sont pas ces multiples rencontres-là, missions gouvernementales qui mettront fin à cette situation au niveau du pays de Rwanda. Mais les protagonistes sont connus. Il faut les parler franc. Ce qui est sûr. Maintenant, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui leur vivre ensemble? Il faut aller vers eux. Moi, je pense que les acteurs avec lesquels ils sont en train de discuter sur le terrain, ce ne sont pas les véritables acteurs. Il faut qu'on se le dise. On l'a toujours dit ici. C'est ça le problème. On ne parle pas franc. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une chance quand même de pouvoir faire quelque chose dans cette situation? En tout cas, moi, je pense que nous avons toujours la chance, vraiment, de mettre fin à ces conflits-là, avant que ça n'arrive à une situation qui sera très complexe où on ne pourra rien faire. À la date d'aujourd'hui, c'est possible. Je le dis encore, c'est possible.
En tout cas, il faut impliquer les véritables acteurs ici sur le terrain. C'est mieux au lieu de rencontrer... Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani. Retour donc sur ce plateau pour le forum de la presse de ce vendredi 1er juin 2018. Le premier sujet qui nous réunit, c'est la multiplication des milices, surtout au centre du pays. Alors nous sommes avec Hassan Koné, il est journaliste à notrenation.com. Mahaman Sissé est journaliste à l'Indicateur du Renouveau et Oumar Guindo, il est correspondant à MAP à Bandiangara, donc il est au téléphone. Alors, Oumar Guindo, une réaction? Oui, toujours par rapport à la multiplication des... En tout cas, moi, ce que j'ai dit, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, il va falloir que nous trouvions des solutions durables à ce conflit intercommunautaire, j'allais dire. Nous sommes sur le terrain, nous avons vu tous les jours, il y a des cas d'homicide. Tous les jours, ici. En tout cas, en termes de solutions durables qu'il faut pour mettre fin à ce conflit, il faut que l'État essaie d'installer ici des bases dans la zone. Ça, c'est de un. Deuxièmement encore, il faut aussi, comme je l'ai si bien dit, il faut impliquer les véritables acteurs dans la gestion de cette crise-là au niveau du pays de Gon. Et aussi, demander à toute quand même cette communauté, notamment les Pels et les Dogons, d'arrêter les hostilités et aussi de trouver une autre alternative, comment aussi préparer la réinsertion, j'allais dire, des deux communautés. Moi, je pense que c'est mieux. Sans quoi, aujourd'hui, les populations n'ont pas accès aux services sociaux de base dans la zone. Elles se sentent délaissées, j'allais dire. En tout cas. Okay. Alors, Hassan Koné, que faire face à cette situation? Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle en réalité. Et comme on l'a si bien dit, c'est à l'État malien de prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, qu'est-ce que cela implique? Cela implique d'abord que l'État arrive à cerner le problème, à comprendre le problème. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce conflit intercommunautaire? Que l'État pose clairement les problèmes, que l'État détermine clairement les acteurs et que l'État détermine la démarche pour mettre ces acteurs-là autour d'une même table pour que les gens se parlent. Et je suis convaincu, si on va vraiment dans cette démarche de vérité, on va arriver à cerner le problème et à le résoudre. Et en même temps, ça, c'est le côté dialogue pour la résolution. Mais en même temps, il faut prendre des dispositions pour assurer une force, une présence de l'État sur le terrain à travers les forces de défense et de sécurité. D'accord, nous avançons tout droit pour le second sujet qui nous réunit ici. Célébration ce mardi de la journée internationale, célébration mardi dernier bien sûr, de la journée internationale des casques bleus. Une journée qui intervient à un moment où la situation sécuritaire préoccupe au nord et au centre du pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite au Mali, appelle à la mise en œuvre effective de l'accord pour la paix et l'organisation transparente des élections. Alors, il a fait de grandes déclarations, Mahaman. Alors, quel rôle la MINUSMA va-t-elle jouer désormais dans la lutte contre le terrorisme au Mali après cette visite du secrétaire général? Alors, moi, personnellement, je vous le dis, en annonçant sa visite au Mali, j'ai pensé sincèrement que des mesures fortes devraient être prises de la part du secrétaire général des Nations Unies. Mais si on a vu l'itinéraire de son périple au Mali, il s'est arrêté à Mopti. Il n'a pas pu aller à Tombouctou et à Gao puisqu'il était annoncé là-bas. Et je suis inquiet dans la mesure où les raisons qui ont prévalu, c'est des raisons d'insécurité. À mon humble avis, si les casques bleus ne peuvent pas comme je l'ai écrit ce matin dans l'indicateur d'aujourd'hui, si les casques bleus ne peuvent pas sécuriser le numéro 1, est-ce qu'ils peuvent sécuriser les populations civiles et prétendre même sécuriser les élections? À mon humble avis, les déclarations de Guterres, c'est bon de faire des déclarations, c'est bon d'appeler les gens à financer la force du G5 Sahel, mais il ne faut pas que la MINUSMA oublie. Son premier rôle, c'est de protéger les populations civiles. Et jusqu'ici, à mon humble avis, ce rôle n'est pas en train d'être fait. Donc,
pour moi, ce sont des déclarations et des déclarations de bonnes intentions. Okay. Hassan Koné, donc le secrétaire général, il a fait des grandes déclarations. Hein. Qu'est-ce qui va changer dans le rôle de la MINUSMA désormais dans ce pays? C'est pas évident que quelque chose change dans le rôle de la MINUSMA dans le pays. Hein. C'est pas évident. Parce que depuis le début, lorsque la MINUSMA venait au Mali, on s'entendait à ce que... Le problème est connu. Hein. Le problème malien était très clair. On avait cru que la MINUSMA venait à côté des forces armées et des forces de défense et de sécurité maliennes pour créer les conditions générales de paix. Et ce n'était pas pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais malheureusement, on a vu que la MINUSMA est là. Et souvent, c'est les forces de défense et de sécurité maliennes qui volent au secours de la MINUSMA. Ça s'est vu récemment avec l'attaque de l'aéroport de Tombouctou. Donc, pour finir, on se pose des questions. Qui est là pour sécuriser qui? C'est l'armée malienne qui sécurise la MINUSMA ou c'est la MINUSMA qui sécurise le Mali? Donc, comme Maman l'a dit, moi je pense que le passage du secrétaire général au Mali devait être l'occasion de faire des déclarations fortes, même si c'est clair, hein, ça allait être des déclarations d'intention qui peuvent être entérinées ensuite après en Assemblée générale aux Nations Unies, mais on devait sentir dans son intervention au Mali et une tendance à muscler le mandat de la MINUSMA pour des interventions plus fortes par rapport à la lutte contre le terrorisme au Mali. Et malheureusement, cela, on ne l'a pas senti. Okay. Omar Guindo, qu'est-ce qui va changer désormais dans le rôle de la MINUSMA selon vous? Bon, en tout cas, au départ, quand j'ai appris la visite d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies dans notre pays, vraiment, j'étais très, très content d'entendre parler de cette visite-là ici au Mali. Mais en tout cas, comme l'a dit le doyen, il s'est limité seulement au centre du Mali sans pour autant avancer de l'autre côté vers le nord. En tout cas, il y a eu beaucoup de déclarations. Mais pour moi, aujourd'hui, en termes de changement, je ne vois pas, à la lumière de tout ce que j'ai entendu comme déclaration, je ne vois pas en quoi cela pourrait changer, en quoi cela pourrait avoir comme changement sur le terrain. Je ne vois pas. Puisque tout ce que j'ai apprécié dans cette affaire-là, dans cette visite, en tout cas, il a prêté une oreille attentive aux autorités, aux plus hautes autorités du pays, aux acteurs du processus de la paix, aussi au niveau du centre à Mopti, précisément, il a rencontré la société civile, les autorités administratives politiques ici, où il disait tout simplement que le centre est aujourd'hui la clé de la solution du problème du Mali. Ce ne sont que des déclarations. En tout cas, je suis resté sur ma faim. Bon, pour voir aujourd'hui, en tout cas, on va s'asseoir et voir ce qui va se passer dans l'avenir. En tout cas, les élections pointent à l'horizon quand même. Sans pour autant, sans une sécurité au niveau de cette zone, ça serait très compliqué aujourd'hui d'organiser ces élections-là, pour moi. Okay. Mais il n'y a pas que la force MINUSMA dont il a été question, il a été question également de la force du G5 Sahel. Alors, quels vont être les rapports avec cette force du G5 Sahel? Bon, en tout cas, oui, il a fait aussi un tour au niveau du quartier général aussi du G5 Sahel basé à Sévaré. Bon, depuis, on nous a annoncé le nombre de 7 000 militaires qui seront déployés ici sur le terrain. Nous sommes restés ici. En tout cas, on n'a rien senti sur le terrain. Bon, moi, je ne vois pas aujourd'hui, à quelque part seulement de ces élections, quel changement il pourrait y avoir sur le terrain. Je me pose cette question, en réalité, étant sur le terrain. Oui, mais quand on voit, on se rend compte que la MINUSMA, c'est la mission la plus coûteuse en matière de vie humaine. Alors, à quand on peut espérer sur quand même un résultat où les casques bleus vont faire moins le frais? Est-ce qu'il y a un espoir? Moi, je pense qu'il y a toujours espoir. C'est aux plus hautes autorités du pays de prendre leurs responsabilités face à cette situation-là aussi. De parler à la MINUSMA et aussi de voir aujourd'hui, recadrer un peu les missions de la MINUSMA dans la zone. En tout cas, nous qui sommes sur le terrain, nous le voyons chaque fois en train de patrouiller dans la zone. Bon, on ne voit pas en termes d'intervention les populations qui sont là, en termes d'intervention de façon très claire. On nous dit chaque fois qu'ils sont passés par-ci, par-là, sans pour autant intervenir concrètement dans les zones de conflit. Donc là, on s'assoit, peut-être on va voir l'espoir dans l'avenir. Okay. Mahaman, quels vont être les rapports avec la force du G5 Sahel?
MINUSMA G5 Sahel? Moi, je pense que le rapport aurait dû être des rapports que, d'abord, la MINUSMA aurait dû entretenir avec l'armée nationale, des rapports de collaboration étroite sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme, parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, avec la force conjointe du G5 qui devait en tout cas rentrer de pleine action à partir de mars et qui continue à être bité à des problèmes de fonds et surtout un problème entre les bailleurs, les pays contributeurs, et les pays du G5. À mon humble avis, s'il devait y avoir collaboration, c'est d'abord collaboration plus accrue que ce qu'on voit sur le terrain. Vous voyez, comme l'a dit tout de suite Guindo, quand vous partez à Mopti, vous partez à Gao, vous partez à Tombouctou, vous voyez la MINUSMA est dans tous les villages. La MINUSMA fait des patrouilles dans tous les villages. Ils partent dans des foires hebdomadaires. Mais la réalité, c'est quoi? Est-ce que tout ce travail qu'ils sont en train de faire, c'est un travail de renseignement? Est-ce que c'est un travail militaire? À mon humble avis, sur le terrain aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Et si les G5 devaient collaborer, les G5 ne doivent pas collaborer avec la MINUSMA qui n'est pas offensive. Les G5 doivent être plus actifs sur le terrain, puisque ça va être dans les frontières. Au-delà des frontières, il y a aussi les populations qui attendent beaucoup du G5. Donc, à mon humble avis, on aurait dû voir la MINUSMA, comme l'a dit Hassan, parler des mandats robustes. Mais avec la présence des milices, est-ce que ce serait de nature à faciliter ou à compliquer leurs tâches? C'est facile, ça dépend d'eux. Il faut qu'ils jouent franc jeu, puisque jusqu'ici, c'est ce que les populations maliennes reprochent à ces forces. Et quand vous voyez tout le bruit qui entoure la présence de Barkhane, la présence de la MINUSMA, c'est parce que sur le terrain, les gens ne voient pas l'impact. Hassan Kone. Oui, moi, je pense que d'abord, il faut créer des conditions politiques de dialogue et de discussion. Ceux qui prennent les armes au centre du Mali, qu'ils soient terroristes, qu'ils se revendiquent d'obédience religieuse, qu'ils se revendiquent djihadistes, qu'ils se revendiquent des X ou des Y, il y a d'abord des Maliens parmi eux. Eux, le problème se pose au Mali. Il faut que les Maliens acceptent de s'asseoir autour d'une table et de discuter. Quel est le problème? Pourquoi ils ont pris les armes? On essaie de comprendre pourquoi ils ont pris les armes et on leur fait des propositions pour déposer les armes. Ceux qui vont accepter de déposer les armes rentrent dans les rangs. Ceux qui refusent de déposer les armes dans ces conditions auront l'armée malienne, la MINUSMA, la Barkhane et le G5 Sahel en face. La solution est aussi simple que ça. La solution est aussi simple que ça. Créer un cadre de dialogue politique pour la résolution du problème. Ceux qui acceptent de rentrer dans le cadre politique de dialogue pour la résolution du problème, on discute avec eux, on règle leur problème comme on peut le régler. Maintenant, ceux qui refusent, qui pensent que la solution est forcément militaire de leur côté, on leur donne la réponse par la force militaire. Vraiment, la communauté internationale n'est pas réunie autant de milliers de personnes sur le territoire malien et nous dit qu'en l'espace de 4-5 ans, le problème est en train de perdurer. Je me pose des questions. Est-ce qu'ils sont dans la réalité, ils sont dans la logique de régler le problème? Alors, Omar Guindo, on sait que les milices, quand même, ils ont des cibles, hein, donc ils ont des adversaires bien désignés. Mais est-ce que la multiplication de ces milices-là va faciliter ou compliquer la tâche de la MINUSMA et des forces du G5 Sahel? En tout cas, si ces entités ne se lèvent pas à temps, leur tâche sera très très compliquée sur le terrain. Vous savez, au niveau du pays d'Ogon, le relief est tellement accidenté. Vous allez trouver, il y a de ces zones, c'est comme le nord, le désert. Il y a de ces endroits, c'est le plateau et la falaise. Donc les gens, personne ne maîtrise aujourd'hui leur mouvement. Moi, je pense bien qu'aujourd'hui, c'est le moment de se lever et de faire face à la situation. Sans quoi, arriver à un certain niveau, je pense bien que ça serait très compliqué pour et les formats et la force conjointe G5 Sahel et la MINUSMA vraiment de pouvoir contrer ces milices armées au niveau du pays d'Ogon. Une réaction, un
avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani. Retour donc sur ce plateau dans le cadre du forum de la presse qui réunit ce vendredi 1er juin 2018 Hassan Koné, il est journaliste à notrenation.com, Mahaman Sissé est journaliste à l'Indicateur du Renouveau et Omar Guindo, correspondant de l'AMAP à Bandiangara, il est au téléphone. Donc nous allons aborder le troisième sujet qui concerne les élections présidentielles. C'est désormais officiel. Ibrahim Boubacar Keïta est candidat depuis 7 semaines à sa propre succession. Le président de la République s'est dit satisfait de son bilan. Pour certains Maliens, il n'a pas tenu ses promesses. Alors Mahaman, que pensez-vous de cette candidature du président sortant? D'abord, moi je pense que c'est une candidature normale. Et rien ne l'interdit d'être candidat à sa propre succession. La Constitution quand même l'interdit. Et c'est aussi normal puisqu'il pense, comme vous l'avez dit dans son discours, qu'il a commencé des chantiers. Il veut achever ce chantier. Mais la décision appartient au peuple de lui confier les destinées à nouveau de ce pays ou pas. À mon humble avis, il a toutes les raisons de croire à ses chances. Je ne suis pas dans ces débats qui pensent qu'il ne doit pas être candidat. S'il estime qu'il est candidat, il est candidat. Okay. Alors, Omar Guindo, que pensez-vous de cette candidature du président Ibrahim Boubacar Keïta à sa propre succession? En tout cas, moi, la candidature du président de la République sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, ne m'a pas du tout étonné. C'est normal en tant que Malien qu'il se présente. Et honnêtement, je ne vois pas aussi le tout, je ne vois pas en réalité son bilan comme en mal partout dans son bilan, donc honnêtement parlant. En tout cas, c'est normal à ce qu'il se présente. Maintenant, le dernier mot revient au peuple malien. En tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Hassan Koné, vous abordez tous dans le même sens? Oui, et je pense que c'est même antidémocratique de dire que le président sortant devait de facto admettre qu'il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. C'est antidémocratique. Et les lois, les règlements, la constitution malienne lui donne ce droit-là d'être candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, que des Maliens estiment que son bilan est tellement négatif qu'il ne doit pas être candidat à l'élection présidentielle, ça c'est un autre débat. Et que le président estime que son bilan est positif et qu'il peut faire des choses pour le Mali, donc pour cela il va être candidat, c'est son droit. Et maintenant, au finish, le 29 juillet, si les élections ont lieu comme ils l'ont dit, c'est au peuple malien de trancher. C'est ça aussi le jeu et la règle démocratique. Si le peuple estime qu'effectivement le candidat Ibrahim Boubacar Keïta mérite d'être le président de la République du Mali, le peuple malien va lui donner le mandat pour qu'il soit président de la République à nouveau. Mais si le peuple estime qu'il a déjà fait 5 ans et que lui qui lui avait donné le mandat lors des élections passées estime qu'il n'est pas satisfait, bon, ça va se juger dans les urnes. Mais de facto, décider qu'il ne doit pas être candidat est vraiment antidémocratique. Mais est-ce que la kyrielle des candidatures actuelles auxquelles on assiste, est-ce que ça répond toujours au même jeu démocratique dont vous parlez? Non, ça répond au jeu démocratique et c'est des prétentions. Les gens disent que je veux être candidat. Maintenant, comme on dépose des candidatures à la Cour constitutionnelle, en fonction des lois de la République, la Cour constitutionnelle va voir dans toute cette kyrielle de candidatures ceux qui peuvent effectivement être des candidats à l'élection présidentielle. Et si d'aventure la Cour constitutionnelle estime qu'il y a 1000 Maliens qui ont déposé les candidatures, si les 1000, il y a 1000 qui peuvent être candidats, donc la Cour va prendre les dispositions pour que tous ces 1000 se présentent. Si la Cour estime que parmi les 1000, il y a seulement 5 ou 10 ou 20 qui peuvent être normalement candidats, ils seront candidats. C'est aussi un jeu démocratique. Vous avez fait une démocratie ouverte, large, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va vouloir changer les jeux pendant le match.
On permet à chaque Malien d'être candidat en fonction des critères bien précis que la Cour constitutionnelle va juger. Mais en fait, au départ, on entendait parler de candidature unique au sein de l'opposition, mais l'image qui est présente... Oui, même la candidature unique au sein de l'opposition, pour moi, je reste toujours démocrate, et même antidémocratique aussi. Pourquoi vouloir que l'opposition se mette ensemble d'entrée de jeu, étant donné que c'est plusieurs partis politiques qui ont été créés pour prétendre à la gestion du pays? Parce que ce que les gens oublient, en décidant, quand un parti politique décide d'accompagner un candidat dès le premier tour, ce parti politique a décidé de ne pas faire flotter son drapeau pendant la campagne. Et quand le drapeau ne flotte pas pendant la campagne, c'est les sections et les sous-sections qui ne sont pas dynamisées. Et les gens vont souvent à l'élection présidentielle pour dynamiser leur structure politique en prévision d'autres élections qui sont comme les élections législatives, les élections communales et les élections sénatoriales annoncées si la Constitution passait. Donc certains ne sont pas vraiment d'avis d'aller avec une candidature unique, même si le fait de ne pas avoir un candidat derrière lequel tout le monde se réunit dès le premier tour limite les chances de l'opposition à battre le président sortant. Mais c'est pas, moi, sincèrement, c'est pas démocratique pour moi. La démocratie aurait voulu que chaque parti, quand on crée un parti politique, on anime la scène politique, on a un programme de société, on a un projet pour le Mali, on cherche à diriger le Mali, on doit présenter un candidat. Maintenant, par des jeux politiques, on peut estimer qu'on ne va pas présenter un candidat, on va accompagner un candidat déjà qui existe, mais en même temps, on fait le choix aussi de ne pas faire flotter le drapeau de son parti pendant la campagne. Mahaman. Oui, moi je pense que c'est quand même c'est stratégique. Et moi je pense que c'est très clair la mission, ou l'une des missions de voler au parti politique, c'est quand même de conquérir au pouvoir, au suffrage des citoyens. Et si aujourd'hui, du côté de l'opposition, que ce soit l'opposition parlementaire ou extra-parlementaire, il n'y a pas unanimité autour des candidatures uniques, ça s'explique. L'opposition malienne n'est pas homogène. Comme ailleurs aussi, toutes les oppositions ne sont pas homogènes. À mon humble avis, ça peut permettre à chacun de connaître son poids réel. Et tous ceux qui font croire qu'ils ont des militants, qu'ils ont l'assentiment du peuple, c'est au cours de ces élections, de cette élection présidentielle, de déterminer est-ce que, d'abord leur poids politique, est-ce que des gens comme Moussa Mara, qui croient leur chance, Soumaïla Cissé qui a été deuxième 2 fois, c'est l'occasion pour lui de confirmer qu'il a toujours un parti bien implanté. C'est aussi un test pour les autres. À mon humble avis, c'est un jeu démocratique qui doit continuer. Et au soir du 29 juin, que l'on puisse connaître le poids réel de chacun de ce candidat. Mais de nouvelles alliances se créent entre différents acteurs et partis politiques. Quelles seront les influences dans cette course à la présidence du Mali, de ces alliances-là? Je ne crois pas que ça va changer les règles du jeu. Et ces gens, ils étaient tous là. Ils ont toujours concouru au suffrage universel, au suffrage des Maliens. À mon humble avis, vous parlez de l'alliance qui vient d'être créée, la convergence des bâtisseurs. Oui. Déjà, il y a un problème. Il ne faut pas s'attendre à ce qui est une candidature unique. Puisque dans le rang de cette nouvelle alliance, chacun croit à ses chances. Et c'est normal. Chacun croit à ses chances. Et moi, je ne crois pas qu'il y aura une candidature unique. Mais dans ce cas, est-ce qu'il ne faut pas craindre le syndrome gabonais au Mali? Non, non. Parce que Ibeka, le camp présidentiel, il parle de passer dès le premier tour. Bon, ça c'est d'autres débats. Si vous écoutez les proches d'Ibeka, ils vont vous le dire. Et si vous écoutez l'opposition aussi, comme l'a dit Moussa Mara, c'est celui qui parle beaucoup ces derniers temps, et il disait que ce n'est pas exclu qu'Ibeka soit battu au premier tour. C'est normal, ça fait part. Moi, j'aime ce genre de débat parce que chacun croit à ses chances. Et c'est ça aussi la vitalité de la démocratie. Très bien. Alors, Omar Guindo, avec la création de nouvelles alliances, quelles seront les influences de ces alliances-là dans cette course à la présidence du Mali? Bon, en tout cas, comme l'a dit tout à l'heure mes prédécesseurs, nous sommes en démocratie. Chacun, en ce qui le concerne,
peut prendre la décision qu'il veut face à ces échéances électorales. En tout cas, tout ce que c'est, la loi est claire en la matière. Peut-être c'est des partis qui ne sont pas assez représentatifs sur le terrain qui ont décidé peut-être de se mettre ensemble, puisque c'est un peu compliqué à chaque parti ou à chaque candidat d'avoir le nombre de députés qu'on a dit et de conseillers sur le terrain. Peut-être souvent c'est pour couvrir cela que certains se regroupent, se retrouvent souvent très sûrement en plateforme ou bien en alliance pour aller ensemble. Moi, c'est comme cela que je vois en réalité. Bon, concrètement sur le terrain, chacun, en ce qui le concerne, sa représentativité sur le terrain, pourra battre campagne comme il veut. Mais là, on n'est pas quand même devin pour savoir ce qui va se passer quand même dans l'avenir en termes de résultats. En tout cas, moi, je reste optimiste face à la situation. Mais ces élections présidentielles, est-ce que vous ne pensez pas que ça va jouer sur la présence des forces étrangères au Mali, notamment quand le Sénat français a précisé que les forces étrangères, la France va rester au Mali au cas où le président actuel, il trouve que le président actuel est le problème. Alors, est-ce que ça ne va pas jouer? En tout cas, ça va jouer. Il ne faut pas que nous retrouvons encore dans le scénario de 2012. En tout cas, prions Dieu pour ne pas qu'on se retrouve dans ce scénario encore. En tout cas, ça va beaucoup jouer sur, en tout cas, comme vous l'avez si bien dit, avec la présence de ces étrangers ici dans notre pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure. En tout cas, ça va beaucoup jouer sur notre quotidien ici. Hassan Koné, faut-il... En même temps, il faut reconnaître que souvent, c'est l'émission de ces forces étrangères-là qui nous crée beaucoup plus de problèmes dans notre jeu démocratique. Hein. Et le cas du Mali devient un cas beaucoup plus particulier parce que là, ils ne sont plus à distance, ils sont présents sur le terrain, ils sont parmi nous. Donc, c'est clair, ils auront tendance à vouloir tirer les ficelles dans le sens de leurs intérêts. Mais moi, je me pose aujourd'hui la question, est-ce que le Mali qu'on connaît aujourd'hui avec cette situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, est-ce que c'est ces élections-là qui sont la solution ? Voilà la question que moi je me pose. Et si j'ai la réponse, je ne crois pas que ces élections-là soient la solution du Mali aujourd'hui. Parce que quel que soit celui qui va gagner ces élections-là va trouver les mêmes problèmes en face de lui. Les mêmes difficultés qu'Ibrahim Boubacar Keïta a rencontrées pendant 5 ans. Quel que soit le président malien qui sera élu le 29 juillet ou au deuxième tour après le 29 juillet, il va trouver les mêmes difficultés devant lui. Donc c'était plutôt plus sage de se poser la question, si ces élections ne sont pas les solutions, quelle est la solution qu'on peut dégager de manière consensuelle avant d'arriver à des élections peut-être dans 2 ans. Et je croyais que les Maliens allaient avoir cette sagesse-là, cette capacité d'organiser une transition consensuelle et mettre en place un gouvernement d'union nationale qui va nous sortir de ce problème-là dans le centre du pays. On parle d'élections le 29 et tout le monde sait qu'on ne peut pas consciemment organiser des élections le 29 juillet dans cette partie du Mali. On ne pourra pas organiser des élections dignes et crédibles dans le nord du Mali. Alors on va organiser les élections présidentielles avec quelle partie du pays? Donc moi je doute fort qu'on puisse même tenir ces élections présidentielles le 29 juillet. Et moi je pense que le moment est permis. Il faut que les Maliens commencent à réfléchir. Si on ne peut pas organiser ces élections le 29 juillet, quelle est la solution que le Mali doit se donner pour faire face à ce problème-là, pour que le Mali continue d'exister? Mais avec l'intervention du Sénat français qui annonce que c'est... Oui, mais le Sénat français a tort. Le Sénat français a tort de trancher de tout dégo. Et je ne crois même pas d'abord que le Sénat français l'ait dit. Hein. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux que le Sénat français dit que le problème du Mali, c'est telle personne. Mais c'est dommage. On peut aussi dire que le problème du Mali, c'est le Sénat français. On peut aussi dire que le problème du Mali, c'est la France. C'est la France, oui. On peut aussi dire que le problème du Mali, c'est les Nations Unies, c'est la MINUSMA. Ils sont là depuis combien d'années? Les députés ont bien précisé qu'ils sont parmi nous depuis combien d'années? Pour garder la même mise sur les... Donc il faut qu'on se dise la vérité. Le Mali, moi je ne crois pas que ces élections nous poussent vers des élections le 29 juillet. C'est comme on nous a poussé vers les élections qui ont fait venir Ibeka au pouvoir là. On ne devait même pas aller à ces élections. La preuve, voilà, Ibeka est venu aujourd'hui, tout le monde crie qu'il a échoué. Même ceux qui disent qu'il fallait faire les élections à l'époque disent qu'ils n'arrivent pas à appliquer l'accord. Personne ne peut appliquer l'accord dans le contexte actuel du Mali. Il faut qu'on accepte qu'on réunisse les Maliens autour d'une table d'abord, que les Maliens arrivent à trouver une solution à l'interne aux problèmes de sécurité et d'insécurité qui nous assaillent.
à un certain nombre de problèmes et on met en place un vivier, un fichier électoral normal et on se donne les moyens pour organiser des élections crédibles et dignes. Merci beaucoup. Merci Hassan Kone, journaliste à notrenation.com. Merci Mahaman Sissé, journaliste à l'Indicateur du Renouveau. Merci Oumar Guindo, correspondant à MAP à Banyangara qui était au téléphone dans ce forum. Nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org et réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par la rédaction du Studio Tamani, mise en onde par Mamadou Ouattara. La régie vidéo était assurée par Gagné Kanté. Je suis Ali Sidibé à la présentation et Mohamedou Touré a assuré la coordination. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.